Ce n'était pas un événement, c'était un rituel. Chaque semaine, les mêmes visages, les mêmes parfums, les mêmes rires. Le dimanche, c'était chez mamie et rien d'autre ne comptait. Dans la France des années 70, ces moments représentaient bien plus qu'une simple réunion de famille. Ils constituaient le pilier autour duquel s'organisait la semaine entière, une boussole temporelle qui guidait nos vies. Toute la semaine, on savait que dimanche, on irait chez mamie. Cette certitude s'inscrivait naturellement dans le rythme des jours. Les enfants anticipaient ces moments avec une impatience non dissimulée, se demandant quel plat mijoté allait embaumer la maison cette fois-ci. Serait-ce un pot-au-feu dont le fumet envahissait toutes les pièces ou bien une blanquette de veau onctueuse qui faisait la fierté de la maîtresse de maison ? Cette attente n'était pas teintée d'angoisse, mais portée par une forme de sécurité douce, un rythme rassurant qui structurait l'existence dans une époque où le temps semblait s'écouler différemment. Le jour tant attendu arrivait enfin, et c'était le trajet en voiture jusqu'à la maison de mamie qui marquait le véritable début de cette parenthèse dominicale. Les routes départementales défilaient sous les roues de la R4, de la Simca 1000 ou de la 304 Peugeot familiale qui cahotait à chaque dos d'âne. Dans l'habitacle résonnèrent souvent des chansons fredonnées en famille, peut-être L'été indien de Joe Dassin ou Le Sud de Nino Ferrer, entrecoupées par les inévitables chamailleries des enfants sur la banquette arrière. Ces voitures, moins confortables qu'aujourd'hui, mais empreintes d'une personnalité incomparable, nous transportaient vers ce lieu presque sacré, qu'il s'agisse d'un petit village rural ou d'un quartier résidentiel en périphérie d'une ville moyenne. L'arrivée était toujours un moment particulier. À peine la portière ouverte, l'essence était immédiatement sollicitée. L'odeur d'abord un mélange caractéristique de cire d'abeille utilisé pour entretenir les meubles, de linge propre étendu dans la salle de bain et des effluves du plat mijoté depuis les premières heures du matin. Puis venaient les sons familiers, le parquet qui grinçait à chaque pas, soulignant l'âge vénérable de la maison et racontant discrètement son histoire. Le regard embrassait les nappes à fleurs, les napperons méticuleusement posés sur le téléviseur pour le protéger de la poussière et parfois les pantoufles de mamie qui traînaient auprès de l'entrée, signe de sa présence rassurante. L'accueil était invariablement chaleureux. Mamie, souvent vêtue d'un tablier à fleurs ou à carreaux, embrassait tout le monde avec cette générosité physique propre à sa génération. Ses joues offraient un contact doux et poudreux, parfumé à l'eau de Cologne 4711 ou au chèvrefeuille de Yardley. La phrase rituelle ne tardait jamais « Vous avez faim, j'ai préparé un petit truc ». Ce petit truc était bien entendu un repas pentagruélique qui avait nécessité plusieurs heures de préparation. Le ton chantant de sa voix, souvent marqué par un accent régional léger mais identifiable, nous rappelait que nous étions chez elle, dans son royaume, où chaque objet, chaque habitude avait sa place immuable. Venait ensuite le moment des apéritifs, une institution française particulièrement respectée dans les années 70. Pour les adultes, c'était l'heure du kir, du dubonnet aux arômes complexes ou du pastis 51 qui se troublait mystérieusement au contact de l'eau fraîche. Les enfants n'étaient pas oubliés avec leur sirop Teisser aux couleurs vives, grenadine, menthe ou citron, servis dans des verres spéciaux, souvent plus petits mais tout aussi précieux. Sur la table basse trônaient invariablement les chips Vico au goût prononcé, bien différentes des versions contemporaines, des cacahuètes salées disposées dans un ramequin en verre ciselé et les fameuses rondelles de saucisson arrangées en éventail sur une assiette en verre, parfois accompagnées d'un cornichon ou d'une olive. Pendant que mamie s'éclipsait régulièrement pour surveiller le four ou remuer une sauce, les discussions allèrent bon train, souvent autour de la politique. L'ère Giscard d'Estaing suscitait des débats passionnés ou des prévisions météorologiques, sujet intemporel qui permettait à chacun de partager son expertise autoproclamée. Le signal était ensuite donné pour passer à table. La salle à manger ou la cuisine, selon l'espace disponible, accueillait la famille autour d'une table recouverte d'une grande nappe blanche en coton damassé pour les occasions spéciales ou d'un revêtement en plastique au motif fleuri pour les repas plus ordinaires. Les assiettes étaient là souvent dépareillées, témoins d'une époque où l'on complétait les services au fil des ans plutôt que de tout remplacer d'un coup. Le pain, élément central et symbolique du repas français, était coupé grossièrement en morceaux généreux, posés directement sur la nappe ou dans une corbeille en osier. Au centre trônait la bouteille de vin rouge, souvent un Beaujolais ou un Côte-du-Rhône sans prétention mais honnête, parfois issu de la coopérative locale ou rapporté par un oncle connaisseur lorsque le plat principal faisait son entrée, porté à bout de bras par mamie dans un geste théâtral mais non dénué de risque. Un silence respectueux s'installait, rapidement rompu par des « c'est bon ça », appréciateurs après les premières bouchées. Le repas dominical suivait une chorégraphie bien établie. Les entrées variaient selon les saisons. Céleri, rémoulade, salade de museau,
œufs, mimosa ou simple charcuterie, mais le plat principal était souvent mijoté longuement blanquette de veau aux saveurs délicates, poule au pot dont le bouillon clair reflétait la lumière, ou rôti de porc accompagné de pommes de terre rissolées dans le jus de cuisson. Ces plats, aujourd'hui considérés comme traditionnels, étaient alors simplement la cuisine quotidienne magnifiée par l'occasion dominicale. La salade verte, assaisonnée à la vinaigrette maison préparée directement dans le saladier en frottant une gousse d'ail, arrivait invariablement après le plat principal, jamais avant, selon la tradition française. Le plateau de fromage offrait ensuite un éventail de saveurs régionales, camembert fermier au lait cru, Sainte-Nectaire fermier ou tome de montagne, avant que le dessert, souvent préparé la veille ou tôt le matin, ne vienne clôturer ce festin tarte aux pommes à la pâte brisée fondante, riz au lait saupoudré de cannelle ou île flottante dont les blancs mousseux flottaient sur la crème anglaise onctueuse. Autour de cette table, certains objets emblématiques accompagnaient immanquablement le repas. Le moulin à poivre manuel en bois sombre qu'il fallait tourner avec vigueur pour extraire quelques grains de poivre fraîchement moulus, le pichet en verre épais, souvent un ancien pot de Ricard ou de moutarde réutilisé avec pragmatisme, rempli d'eau fraîche du robinet ou de la fontaine, le sucrier en verre taillé ou en porcelaine fine, héritage familial précieux, contenant des morceaux de sucre blanc qu'on plongeait dans le café en les tenant avec de petites pinces argentées, les serviettes en tissu, parfois brodées aux initiales de la famille, roulées dans des ronds en bois ou en métal, complétaient ce tableau d'une époque où la présentation de la table relevait d'un art quotidien. Après le repas venaient les rituels d'après-midi. Les adultes se retrouvaient au salon pour le café servi dans de petites tasses en porcelaine fine. L'atmosphère se teintait d'une légère brume bleutée lorsque certains allumaient une cigarette, gauloise, gitane ou royale, pour les plus raffinés. La France des années 70 n'avait pas encore adopté les restrictions actuelles sur le tabac et ces volutes accompagnaient naturellement les conversations posées de l'après-repas. Les enfants, libérés de l'obligation de rester à table, investissaient la cour si le temps le permettait ou se réfugiaient sur le canapé recouvert d'une housse protectrice en plastique qui collait aux jambes pendant l'été. Certains avaient le privilège d'accéder à la chambre à jouets, souvent une petite pièce où mamie conservait précieusement quelques jouets des générations précédentes, poupées aux yeux fixes, petites voitures en métal ou jeux de société au carton légèrement cornés. Les discussions des adultes prenaient un rythme plus lent, entrecoupé de silences confortables. Les souvenirs partagés formaient une toile invisible reliant les générations, tissée de petites anecdotes familiales racontées et réécoutées avec le même plaisir à chaque occurrence. La télévision du dimanche après-midi occupait une place particulière dans ce rituel. Avec ses 3 chaînes seulement, la 3e n'étant apparue qu'en 1973, le poste télévisé proposait une programmation que toute la France suivait simultanément. Télédimanche avec ses reportages sportifs, la dernière séance présentée par Eddie Mitchell à partir de 1976 ou Les dossiers de l'écran qui proposait un film suivi d'un débat sur un sujet de société rythmait la soirée nationale. Le téléviseur lui-même, souvent encore en noir et blanc dans de nombreux foyers au début des années 70, délivrait des images légèrement floues qu'il fallait régulièrement ajuster en manipulant les boutons en façade. Les commentaires fusèrent parfois de la part de papé ou d'un oncle connaisseur « c'est pas du cinéma ça hein » ou « de mon temps, les acteurs jouaient vraiment ». Autour de nous, les petits objets du quotidien prenaient une dimension presque totémique. Le poste radio sur la commode, souvent réglé sur France Inter ou RTL, diffusant en sourdine un programme musical ou une émission culturelle qui formait un fond sonore rassurant. Les bibelots en porcelaine de Limoges ou en cristal de Baccarat pour les familles plus aisées, soigneusement époussetés chaque semaine et disposés selon un arrangement immuable. Les photos jaunies, dans leurs cadres en bois verni, racontaient-nous silencieusement l'histoire familiale. Mariage en noir et blanc, communion solennelle, vacances à la mer avec des maillots de bain d'une autre époque, l'horloge comptoise ou la pendule carillon qui égrenait les heures avec un tic-tac régulier, créant un paysage sonore apaisant que nous ne remarquions même plus tant il faisait partie intégrante de l'atmosphère. Le jardin ou le balcon de mamie constituaient un autre territoire d'exploration. Les géraniums rouges ou roses alignés dans leur pot en terre cuite apportaient une touche de couleur vivante. Les bottes en caoutchouc près de la porte témoignaient d'un rapport à la terre encore très présent, même en milieu urbain. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée ou du feu de bois selon les saisons créait une signature olfactive unique. Dans un coin du jardin, une balançoire au cadre métallique légèrement rouillé ou un tricycle aux couleurs passées attendait là patiemment les enfants, transmis d'une génération à l'autre comme un témoin silencieux du passage du temps. Un moment privilégié surgissait parfois celui où l'on ressortait les albums photos.
Ces recueils à la couverture cartonnée ou en simili-cuir contenaient des trésors visuels, photos sépia de mariages anciens avec des poses rigides mais dignes, photos de communion au visage sérieux, instantanées de vacances à la mer où les maillots de bain et les coiffures dataient immédiatement l'époque. Les grands expliquaient patiemment aux plus jeunes « Là, c'est ton arrière-grand-père pendant son service militaire. Ici, c'est la maison où ton père a grandi », créant ainsi une chaîne de transmission orale qui complétait les images figées. Les petits écoutaient, absorbant ces bribes d'histoire familiale qui formaient progressivement leur identité. Cette transmission était discrète mais puissante, sans curriculum établi, mais d'une efficacité redoutable. Les phrases typiques de mamie ponctuaient ces journées comme autant de refrains familiers. « Je ne jette rien, on ne sait jamais », affirmait-elle en rangeant soigneusement un bout de ficelle ou un pot en verre vide, témoignage d'une génération marquée par les restrictions de l'après-guerre et porteuse d'une sagesse écologique avant l'heure. « Je vous ai gardé du jambon, prends-en pour ce soir », proposait-elle systématiquement au moment du départ, dans un geste nourricier qui dépassait largement le besoin alimentaire pour exprimer une forme d'amour concret et tangible. « Tant que vous êtes là, je suis heureuse », murmurait-elle parfois dans un moment de confidence, révélant sans artifice la simplicité profonde de ses aspirations existentielles. Après le repas copieux venait souvent l'heure de la sieste, institution méridionale qui avait conquis tout le territoire national. Les volets entr'ouverts filtraient une lumière dorée qui dessinait des motifs géométriques sur le sol. La nappe restait sur la table, les miettes de pain témoignant du festin passé. Un ronflement léger s'élevait parfois du fauteuil où papé s'était assoupi, journal déplié sur les genoux. Un calme absolu régnait alors, véritable suspension du temps où la digestion collective semblait être l'activité principale. Les enfants eux-mêmes, épuisés par l'excitation et le repas, s'endormaient parfois sur les genoux d'un parent, dans une position inconfortable mais chargée d'une confiance absolue. Ces moments de pause collective créaient une intimité particulière, un partage silencieux mais profond. La journée se poursuivait avec la préparation du goûter, autre institution française qui prenait chez mamie une tournure particulière. Les tartines au beurre salé et au chocolat en poudre banania ou poulain faisaient les délices des enfants. La compote maison, préparée avec les fruits du jardin ou du marché et conservée dans des bocaux stérilisés avec soin, offrait une douceur naturelle que les versions industrielles ne pouvaient égaler. Les restes de tarte du déjeuner réapparaissaient, accompagnés d'un café réchauffé pour les adultes, servi avec des morceaux de sucre blanc qu'on plongeait parfois dans le café avant de le sucer lentement pour prolonger le plaisir sucré. Puis venait le moment redouté du départ. Mamie, fidèle à ses principes d'abondance et de générosité, remplissait invariablement un sac en plastique, souvent réutilisé de courses précédentes, avec les restes du repas soigneusement emballés dans du papier aluminium ou des boîtes en plastique Tupperware au couvercle coloré. Les bisous d'au revoir s'éternisaient sur le pas de la porte, comme pour repousser l'inévitable séparation. À la semaine prochaine résonnait comme une promesse mutuelle toujours prononcée avec une émotion palpable malgré la certitude des retrouvailles prochaines. Ce rituel de départ, avec ses gestes répétés et ses paroles codifiées, formait une conclusion nécessaire à cette parenthèse dominicale. Le retour en voiture avait une tonalité bien différente de l'aller. Les enfants, épuisés par les émotions et la nourriture, s'endormaient souvent sur la banquette arrière, bercés par le mouvement régulier du véhicule. Les parents restaient silencieux, repus et rassérénés, comme enveloppés dans un cocon de bien-être familial. La radio diffusait en sourdine une émission dominicale, peut-être « Les routiers sont sympas » sur RTL, créant une ambiance sonore discrète. Une impression de paix dominait, celle d'une boucle parfaitement refermée, d'un cycle accompli qui se renouvellerait avec la même perfection la semaine suivante. Ce n'était qu'un dimanche ordinaire dans la France des années 70. Et pourtant, c'était tout. Une manière de se sentir à sa place dans le monde, entouré de visages familiers et aimants. Une époque où l'on prenait le temps d'être ensemble, sans distraction numérique, dans une présence pleine et entière. Une époque où la figure de mamie représentait un pilier inébranlable, gardienne des traditions et du lien familial. Ces dimanches apparemment anodins ont marqué à jamais les cœurs de ceux qui les ont vécus, créant un réservoir de souvenirs sensoriels et émotionnels dans lequel nous puisons encore aujourd'hui. Ils nous rappellent que le bonheur réside parfois dans les rituels les plus simples, dans la répétition rassurante des gestes d'amour, dans la chaleur d'une cuisine où mijote bien plus qu'un simple repas l'essence même de ce qui nous relie les uns aux autres, par-delà les décennies qui passent.